Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille chez PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 52, pour notre premier sujet, nous ferons la revue et commenterons le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP. Et ensuite, pour notre sujet principal, nous ferons la revue de la 15e édition du rapport annuel 2023 de Crédit Suisse sur les classes d'actifs mondiales. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Bonjour François, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc, je vais commencer. Dans notre premier sujet aujourd'hui, on va revoir et commenter le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison, le CELIAP. C'est un sujet qu'on a abordé dans l'épisode 45 de ce podcast en octobre 2022. Mais depuis le 1er avril, puisque la législation qui régit ce type de compte est entrée en vigueur, c'est maintenant disponible d'ouvrir un CELIAP. Donc, on a pensé que c'était le bon moment de revoir les bases et de vous donner quelques idées de planification. Oui, effectivement, François, pour un bon nombre de nos clients et de nos auditeurs, il s'agit d'un sujet très chaud d'actualité qui mérite notre attention puisqu'il s'agit, à mon avis, probablement de l'allègement fiscal le plus important jamais offert pour aider les Canadiens et les Québécois à économiser de l'argent en franchise d'impôt pour l'achat de leur première maison. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, James. Donc, je vais commencer en rappelant à nos auditeurs les bases du fonctionnement du CELIAP. La première question à se poser est qui peut ouvrir un CELIAP? Alors, pour pouvoir ouvrir un CELIAP, vous devez être un résident fiscal du Canada âgé entre 18 et 71 ans. De plus, vous ou votre partenaire ne pouvez pas avoir été propriétaire d'une maison au cours de l'année civile en cours, lors de l'ouverture ou l'une des 4 années civiles précédentes. Il y a une nuance intéressante que j'aimerais souligner avec nos auditeurs, François. Bien qu'on ne puisse participer qu'une seule fois au programme, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est déjà locataire, mais qui a déjà été propriétaire dans le passé, disons il y a 6 ans, ben ces gens-là peuvent toujours se qualifier en tant que premier propriétaire et ouvrir un compte de CELIAP. Effectivement, puis une fois que vous avez ouvert votre compte, vous pouvez cotiser jusqu'à 8 000 $ par année, jusqu'à un maximum à vie de 40 000 $. Si vous ne cotisez pas la totalité des 8 000 $ au cours d'une année donnée, vous pouvez reporter la portion inutilisée de vos droits de cotisation jusqu'à un maximum annuel de 8 000 $. Ça veut dire que si vous cotisez moins que 8 000 $ une année, vous pouvez cotiser votre montant inutilisé au cours d'une année future. Par exemple, si vous ouvrez un CELIAP en 2023 et que vous cotisez seulement 4 000 $, bien en 2024, vous serez autorisé à cotiser 12 000, c'est-à-dire le 8 000 $ pour 2024, plus les 4 000 $ pour vos droits de cotisation inutilisés pour 2023. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme pour le REER, vos cotisations sont déductibles d'impôt, ce qui veut dire que tout montant que vous versez sera déduit de votre revenu imposable, ce qui va réduire votre impôt sur le revenu. François, une autre stratégie de planification intéressante avec le CELIAP, c'est pour les épargnants qui commencent tout juste leur carrière et qui gagnent peut-être pas beaucoup d'argent. Donc, leur taux marginal d'impôt est faible. Et l'élément de planification, c'est qu'ils ne sont pas obligés à demander la déduction au cours de l'année d'imposition où ils ont fait la contribution. Ouais, alors, le montant cotisé peut être reporté et déduit dans une année ultérieure lorsque leurs revenus vont être plus élevés. Donc, le taux marginal d'impôt et la récupération fiscale va être plus élevé. De cette façon, ils peuvent obtenir une déduction fiscale, comme je dis, plus importante pour cette même contribution. Aussi, un autre élément de planification, les parents qui souhaitent aider leurs enfants adultes à acheter leur première maison, bien, puisque les règles d'attribution ne s'appliquent pas, ils peuvent donner de l'argent à leurs enfants pour faire ces contributions CELIAP. Oui, tout à fait. Puis de plus, les cotisations à CELIAP n'ont aucun impact sur vos droits de cotisation à un REER. Donc, si quelqu'un a la chance d'avoir les fonds nécessaires pour cotiser aux 2 types de comptes,
ils pourraient utiliser le remboursement d'impôts pour cotiser à leur CELI. C'est important de comprendre ici, par contre, qu'une fois que vous avez ouvert votre CELIAP, il peut rester ouvert seulement pour 15 ans ou jusqu'à l'année où le titulaire du compte va atteindre l'âge de 71 ans. À ce moment, si les fonds n'ont pas été utilisés pour acheter une première maison, ils peuvent être transférés en franchise d'impôt à un REER ou à un FER, ou tout simplement, ils pourraient être retirés. Mais ça, il faut faire attention, François. Dans la plupart des cas, on ne recommanderait pas de retirer les fonds quand le montant retiré serait ajouté aux revenus et imposé à un taux marginal probablement très élevé. Mm-hmm. Donc, ceci dit, parce que le transfert à un RIR n'aura pas d'impact, ni ne serait limité au droit de cotisation au RIR d'une personne, c'est une autre idée de planification intéressante qu'on pourrait recommander pour des gens qui ont été locataires et ceux qui pensent le rester locataire pour le reste de leur vie, et puis ils n'ont vraiment pas d'intention d'acheter une maison, mais ils peuvent quand même faire les contributions au CELIAP et tout simplement transférer les sommes dans le RIR. Donc, ils commenceraient par ouvrir le CELIAP, maximiser leur contribution, réclamer les déductions et le faire évidemment en plus des contributions au RIR. Aussi, sont membres d'un fonds de pension puis ils n'ont pas d'espace RIR, ça leur donne une occasion d'avoir des RIR. Donc, encore une fois, de cette façon, étant donné que les fonds accumulés dans un CELIAP peuvent être transférés en franchise d'impôt dans un RIR ordinaire, les locataires à vie généralement pourraient bénéficier de contribuer, selon moi, le 40 000 et ça représenterait effectivement 40 000 supplémentaires de droits de cotisation au RIR. Oui, ce que tu viens d'expliquer, James, c'est effectivement une façon de déjouer le système avec ce nouveau programme. Puis même dans le cas que vous n'êtes pas sûr d'acheter une maison dans le futur, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à ouvrir un compte et à verser les cotisations, car au final, si vous n'achetez pas de maison, vous pouvez transférer, comme on l'a dit, les fonds accumulés libres d'impôt à un REER ou à un FER. Donc, si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour cotiser à la fois au CELIAP et au REER, il serait logique de placer l'argent d'abord dans le CELIAP. Maintenant, puisqu'on a abordé le terme de REER, là, si vous aviez l'intention d'utiliser les fonds accumulés dans votre REER pour acheter votre maison avec ce qu'on appelle le régime d'accession à la propriété, le RAP, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez maintenant utiliser les fonds des deux types de comptes pour acheter votre première maison. À titre de rappel, là, au début, lorsque la loi a été présentée, vous ne pouviez pas utiliser l'argent du CELIAP et celle du REER par l'entremise du RAP pour acheter votre maison, puis maintenant, c'est possible. Donc, c'est une belle amélioration. Tout à fait, François. C'est énorme comme changement, puis je suis heureux de voir qu'ils l'ont fait, puisque les acheteurs potentiels d'une première maison pourraient donc bénéficier d'un autre 35 000, fait qu'on ajoute aux 40 000 plus les rendements du CELIAP, et on aurait 35 000 du RIR, fait qu'on part avec un 75 000, deux conjoints, ça fait 150 000 pour acheter une maison. Oui, puis ça, c'est juste les contributions. Le personnel CELIAP, bien sûr, il va avoir la croissance là, tout à fait. Après les contributions. Ben, oui, c'est très intéressant. Mais contrairement au CELIAP, là, le montant retiré du REER avec le RAP doit être remboursé dans un délai de 15 ans à compter de la deuxième année suivant l'année du premier retrait. Donc, le RAP est intéressant, mais c'est essentiellement un moyen seulement d'emprunter de l'argent de son REER. Exact. Mais dans tous les cas, je recommanderais à quiconque qui est éligible d'ouvrir un CELIAP de le faire le plus tôt possible pour bénéficier d'une croissance composée libre d'impôt. Si on ouvre le compte le plus tôt possible et qu'on verse les contributions maximales à chaque année, donc après 5 ans, on aura fait 40 000 de contributions, cet investisseur-là pourra alors bénéficier du rendement composé pendant une plus longue période. Si on le garde ouvert, par exemple, jusqu'à la limite 15 ans, on pourrait se retrouver avec un montant intéressant pour décaisser, pour acheter une maison, ou effectivement, comme on a mentionné, transférer à son RIR, ou dans certains cas, au FER, parce qu'on aura atteint... Oui, puis si on commence tôt, James, l'investisseur peut être un peu plus agressif dans la façon d'investir l'argent que si on commence un peu plus tard à investir, là, parce qu'on a un horizon de 15 ans devant nous. Là. Mm-hmm. Et si on planifie acheter une maison dans 5 ans, ben, quand on va investir, puis on a besoin de l'argent dans 4 ou 5 ans, ben, on va être un peu plus conservateur
dans la façon d'investir notre argent là, normalement. Donc, si un investisseur commence à investir assez tôt, soit 8 000 $ par année pendant les 5 premières années pour un total de 40 000, puis si je mets un taux de croissance annuel de 6 %, ben on pourrait avoir au bout de 15 ans 85 000 $. Donc, c'est une belle somme. Puis si on combine ça avec le RAP, où on a le droit de faire une retraite de 35 000 $ de son REER, ben ça fait 120 000 $ de mise de fonds. Donc, c'est une belle somme. Puis ça, c'est pour une personne. Si on a un partenaire qui a été aussi économe que nous, ben 120 000 fois 2, c'est 240 000 $ comme mise de fonds pour une maison. C'est costaud là, comme dépôt initial. Là. Donc, c'est très bien. Tout à fait, François. Puis encore une fois, quels que soient les objectifs de placement, la clé, c'est toujours de faire travailler pour nous, notre capital, avec la magie de l'intérêt composé. C'est géométrique, si on regarde ça sur un graphe, et le plus tôt qu'on fait opérer cette magie-là, le mieux que c'est pour notre sécurité puis notre solidité financière à long terme. Donc, encore une fois, ayez la perspective long terme en tête. Oui, exact. Puis James, une petite question de planification ici. Il y a de nombreux jeunes épargnants qui se demandent quel compte prioriser quand ils commencent. Est-ce qu'on utilise le CELI, le CELIAP, le REER? Ou pour ceux qui font une famille et ont des jeunes enfants, on peut même ajouter le régime d'épargne études, le REEE. Donc, que recommandes-tu à ces jeunes épargnants qui ont des objectifs différents et souvent concurrents pour leur épargne, puis qui ne peuvent pas contribuer là, ou maximiser les contributions à tous ces comptes-là? C'est une très, très bonne question, François. Puis, comme tu sais, depuis quelques années, on amène à bord les enfants de nos clients pour les éduquer, pour ouvrir des comptes, justement, pour qu'ils partent sur le bon chemin dans la vie avec leur plan d'investissement. Et donc, on a cette question-là souvent. Tu sais, il y a même s'ils gagnent de bons revenus, ils ont des jeunes enfants à bas âge, fait qu'il y a beaucoup de compétition pour les dollars nets après impôt parce qu'on est très imposé comme résident au Québec, au Canada. Donc, la réponse pour moi donc, est probablement de faire le CELI d'abord pour les plus jeunes qui commencent leur carrière, en exemple, parce que ça offre le plus de flexibilité. Je rappelle à nos auditeurs que le CELI, on n'a pas de déduction. Tous les gains sont non imposables, mais les retraits sont non imposables par conséquent. Mais la magie du CELI, on peut recontribuer le montant dans l'année fiscale suivante. Fait qu'on fait le CELI en priorité. On sait qu'on va s'acheter une maison, nos revenus sont plus élevés. On peut faire le retrait du CELI pour faire la contribution du CELIAP dans une couple d'années quand nos taux marginaux vont être plus élevés. Donc, dans ce sens, je prioriserais le CELI. Par contre, si nos taux marginaux sont assez bons, si on est vraiment certain qu'on s'en va dans la direction d'acheter une maison à court, moyen terme, évidemment, le CELIAP, ça serait privilégié. Et là, en plus, on aurait la contribution fiscale. On pourrait prendre la déduction fiscale qui nous donnerait une récupération. Cette récupération, on pourrait la prendre pour faire le CELI dans un deuxième temps. Donc, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Donc, il faut vraiment étudier la situation. C'est sûr que dans cette logique-là, le REER serait le programme qu'on ferait en troisième lieu, parce que c'est vraiment, on va être certain que ces fonds-là, on n'en aura pas de besoin, puis qu'on va investir ça pour le très, très long terme pour sa retraite. Donc, si on n'est pas sûr d'acheter une maison et qu'on dispose des revenus suffisamment élevés pour demander la déduction CELIAP, ça peut toujours être une excellente option. Comme on a mentionné tantôt, à la fin du 15 ans, on va rouler ça dans son REER. Ça nous fait 40 000 $ de plus d'espace REER. Et puis, comme je mentionnais, c'est peut-être super intéressant pour les gens qui sont des employés, exemple du gouvernement, qui ont des fonds de pension, qui n'ont pas d'espace REER à cause du facteur d'équivalence sur leur T4. Donc, je pense que ce que je retiendrai comme commentaire, c'est que il n'y a pas une réponse parfaite pour tout le monde. Il faut vraiment étudier leur situation et penser quelle serait la réalité dans 2, 3, 4, 5, 10 ans.
et puis là, faire son choix en conséquence. Oui, comme pour tout, je pense, James, dans la planification, c'est du cas par cas. Il n'y a pas une solution parfaite pour tout le monde. Donc, enfin, pour le moment, il n'y a seulement qu'une poignée d'institutions financières qui offrent le CELIAP pour le moment. Quand j'ai vérifié pour faire le podcast, il y avait Questrade, la Banque Royale et la Banque nationale qui étaient les seules institutions à offrir. Mais vous pouvez être certain là, que votre institution financière, d'ici quelques mois, va offrir le CELIAP. Enfin, je pense qu'il serait bon de souligner, dans le cas présent où une personne serait sur le point imminent d'acheter une maison, puisqu'il n'y a pas de période de détention avant de pouvoir retirer les fonds du CELIAP pour se servir des fonds pour acheter une maison, on peut techniquement ouvrir un compte aujourd'hui, faire une contribution maximale, exemple 8 000 $, puis on va réclamer la déduction, mais de se revirer de bord tout de suite, puis de se servir de l'argent pour l'achat de cette maison-là. Oui, c'est un bon point ce que tu soulèves, James, parce que si je pense au REA puis au régime d'accession à la propriété, le RAP, je pense qu'il y a une période de détention de 90 jours. Donc, oui, c'est une belle innovation encore avec le CELIAP, là, qu'on peut contribuer une journée, puis le lendemain, pratiquement retirer l'argent pour faire l'achat d'une maison. Excellent, James. Merci. OK. Donc, pour notre prochain sujet, aujourd'hui, c'est la revue du 15e édition du rapport annuel 2023 de Crédit Suisse sur les classes d'actifs mondiales. Nos auditeurs réguliers savent que c'est une tradition annuelle. L'année dernière, nous avons consacré beaucoup d'efforts à la préparation de notre podcast numéro 38, dans lequel on a revu l'édition 2022. Nous recommandons à nos auditeurs de le réécouter car le contenu, c'est-à-dire l'impact d'une inflation élevée sur les actions et les obligations et une mise à jour sur les avantages de la diversification, je pense que c'est un sujet qui est toujours très pertinent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc, James, pourrais-tu nous présenter à nos auditeurs les faits saillants et expliquer le but du rapport Crédit Suisse? Absolument, François. Pour ce qui est du but du rapport, je vais citer un texte dans l'introduction. En fait, ils ont tout un chapitre sur c'est quoi le but du rapport cette année, puis c'est très bien de mettre en contexte. Alors, je cite. Le rapport documente les rendements à long terme des classes d'actifs mondiales sur plus d'un siècle, soit depuis 1900, donc 122 années. L'un des principaux objectifs de ce rapport est d'aider les investisseurs à comprendre les marchés d'aujourd'hui à travers le prisme de l'histoire financière. Donc, le rapport détaille les rendements et les risques liés aux investisseurs en actions, obligations, liquidités, devises et les facteurs dans 35 pays et dans 5 indices composites différents. J'aimerais aussi souligner que ce rapport est toujours produit en collaboration avec des historiens financiers renommés de la London Business School, soit les professeurs Elroy Dimpson, Paul Marsh et Mike Staunton, qui produisent la base de données DMS, dont l'acronyme, c'est la première lettre des noms de famille de ces professeurs. Ces professeurs sont également les co-auteurs d'un livre très réputé qui a été publié en 2003 et qui s'appelle « The Triumph of the Optimist », donc « La victoire des optimistes ». Et donc, le rapport annuel Crédit Suisse, effectivement, c'est une continuité de ce livre-là. À chaque année, on met à jour les bases de données. Et est-ce que les conclusions tiennent? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la perspective long terme? Oui. La révision de ce rapport-là, c'est pour nous une lecture annuelle incontournable. J'ajouterais aussi que c'est un élément essentiel de la mission de notre podcast, qui est de partager avec nos auditeurs les recherches fondées sur des preuves académiques. James, je vais commencer par te poser les deux mêmes questions que l'année dernière. Premièrement, pourquoi en tant que gestionnaire de portefeuille trouves-tu le rapport aussi utile? OK. Bon, bien François, notre discipline, comme nos auditeurs réguliers savent bien, c'est d'investir avec l'état d'esprit d'un investisseur axé sur le long terme. Donc, nous ne voulons pas nous laisser distraire par le bruit à court terme des médias financiers et par la récente volatilité des marchés. Ce défi est de taille et s'applique à tous les investisseurs, y compris les professionnels. Nous l'avons souvent répété dans notre podcast, c'est simple à dire, mais c'est pas facile à faire. Nous devons toujours être conscients que nous pouvons tomber dans le piège d'essayer de prévoir l'avenir.
C'est pourquoi, selon moi, le rapport est si utile pour les gestionnaires de portefeuille, François. Il nous aide à mettre en contexte les événements actuels des marchés financiers par rapport à son historique à long terme. Puis on dit très long terme. Oui, je suis d'accord. Puis après tous les événements économiques et géopolitiques majeurs de l'année dernière, il est crucial de prendre un temps d'arrêt et de remettre en perspective l'histoire des marchés financiers pour apprécier l'importance de la gestion du risque. Bon, François, le rapport 2023, comme tous les rapports précédents, aborde la question de la nécessité d'une perspective à long terme afin de mieux comprendre le risque et le rendement des actions et des obligations. Les événements de 2022 auraient dû rappeler à tous les investisseurs qu'ils doivent vraiment rester aux aguets parce qu'on ne s'attendait pas que les actions puis les obligations baisseraient en même temps. Par exemple. Et je vais citer Larry Swedroe, auteur financier américain. Encore une fois, on le cite très souvent, comme nos auditeurs le savent. Puis il a fait un article pour ses leçons dans les marchés financiers de 2022. Puis sa première leçon de 2022, en fait, c'est la suivante. Ce n'est pas parce qu'une chose ne s'est pas produite qu'elle ne peut pas se produire ou qu'elle ne se produira pas. Effectivement. J'en viens maintenant à ma deuxième question, James. Quels sont les points forts du rapport de cette année? Bon, pour répondre à ta question, je crois qu'il y a, selon moi, 5 points forts dans le rapport que l'on peut partager. L'année dernière, il y avait 2 grands sujets. Cette année, par contre, c'est des plus petits sujets, mais il y en a 5. Mon premier point fort, donc, c'est qu'ils insistent sur l'importance d'une perspective à long terme et donc d'une appréciation des lois de risque et du rendement des actions et des obligations. Cela commence par l'explication du fait même que, par exemple, 20 ans de données sont une période trop courte pour être utile à la prise de décision en matière d'allocation d'actifs. C'est beaucoup dire, mais pour la plupart de nos auditeurs, la plupart des investisseurs, surtout les particuliers, 10 ans, c'est le long terme, mais eux disent même pas 20 ans. On va voir ça un petit peu plus tard dans le podcast. Puis là, les gens doivent penser, James, je veux juste faire un interlude, les gens doivent penser aussi que leur investissement de placement, on parle de 20 ans ici, mais pour un investisseur moyen, beaucoup plus long que ça. Là. Si je commence dans ma début vingtaine, j'en ai jusqu'à... On a 60 jusqu'à 85 ans. Là. Oui. C'est du long terme, ça. Donc, va avoir une perspective très court terme, 5 ans, 10 ans. Non, votre durée de vie d'investisseur est très longue. Là. Je cite un extrait du rapport. La volatilité des marchés signifie que même sur de longues périodes, nous pouvons encore connaître des rendements inhabituels. Prenons l'exemple d'un investisseur qui, au début de l'année 2000, se serait penché sur le rendement annualisé réel de 10,5 %. Ça, c'est après inflation. Des actions mondiales au cours des 20 années précédentes, il l'aurait considéré comme un historique à long terme. Donc, on s'aurait dit, ça fait ça depuis 20 ans, ça va continuer de faire ça. Ouais. Et donc, comme une indication pour l'avenir. Mais au cours de la décennie suivante, notre investisseur aurait obtenu un rendement réel négatif de moins 0,6 % sur les actions mondiales. Fait qu'en termes réels, on aurait reculé après 10 ans de 6 %, mais en termes nominaux, ça aurait été encore plus. Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là, James, puis c'est pourquoi il faut faire attention au biais de récence. Le rapport parle également d'une perspective à long terme pour les obligations. Qu'est-ce qu'il dit, le rapport, sur ça? Mais avant de répondre à ta question, je pense que le point que tu fais sur le biais de la récence est très important. Pour beaucoup, le biais de la récence, puis on l'a discuté dans un podcast récent, on citait Jason Zweig du Wall Street Journal, où on peut se faire influencer dans ce qui s'est passé dans la dernière année, ou notre perception de ce qu'on vient de vivre. Mais là, on parle d'un biais de récence à long terme de 10-20 ans comme étant la norme. Alors, le rapport plaide en faveur d'un horizon temporel beaucoup plus long. Ainsi, pour répondre à ta question sur les obligations, je partage une autre citation du rapport. De longues périodes historiques sont également nécessaires pour comprendre les rendements des obligations. Au cours des, tenez-vous bien, 40 années qui se sont écoulées jusqu'à la fin de 2021, l'indice obligataire mondial a fourni un rendement réel annualisé de 6,3 %, ce qui n'est pas très loin des 17,4 % des actions mondiales. Fait que, François, je pense que le rapport supporte qu'il serait insensé d'extrapoler des rendements obligataires de cette ampleur, 6,3 % en termes réels.
Même avec les taux qui ont augmenté, on n'a pas 6,3 %. Ouais. Puis, donc, le rapport poursuit, je cite, « Ces 40 années ont été un âge d'or pour les obligations, tout comme les années 80 et 90 ont été un âge d'or pour les actions. En fait, le rendement réel des obligations mondiales en 2022 était, tenez-vous bien, moins 27. Je dis rendement réel, pas rendement nominal. Le rendement nominal, c'est moins pire, mais c'est énorme dans une seule année. Fait que si on se taffie sur les 40 années précédentes, on s'attendait à faire du moins 6,3 réel, du plus 6,3 réel, mais on a fait du moins 27. Oui, pendant une année. Wow. Donc, il est très difficile, puis voire impossible de prévoir et d'anticiper avec succès les changements de direction du marché. Dans notre podcast numéro 51, on a abordé les résultats de la gestion active versus la gestion passive pour 2022. Puis, comme on l'a mentionné, la pire catégorie sur les 20 répertoriés, c'était l'immobilier mondial avec un taux de réussite de seulement 20 %, qui a été légèrement dépassé par la catégorie des obligations d'entreprise avec un taux de réussite de 22,6 %, qui elle-même a été légèrement battue par la catégorie des marchés émergents avec un taux de réussite de 23,4 %. Donc, la grande majorité des gestionnaires actifs dans ces secteurs-là ont donc très mal performé par rapport aux fonds passifs de ces classes d'actifs-là. Exactement, François. Donc, passons maintenant à mon deuxième point fort du rapport 2023. Il est en fait un peu lié au premier, puis je cite le rapport. La prime de risque reçue historiquement en investissant dans les actions et les obligations par rapport aux bons du Trésor existe pour une raison. C'est un rendement excédentaire, soit additionnel, nécessaire pour la prise de risque liée à la volatilité négative. Écoute, François, comme nos auditeurs savent bien, nous avons connu 4 marchés baissiers des actions depuis 2000 et on doit être payé pour prendre tel risque. On dit souvent risque et rendement sont reliés, mais les gens l'oublient, ce principe-là. Puis le rapport veut qu'on se mette les deux pieds sur terre pour revenir à ce concept quand on prend nos décisions d'allocation à long terme. Oui, ben, c'est tout à fait logique, là, James. Quand on pense à 2020, avec la pandémie, le monde a connu son 3e marché baissier en moins de 20 ans. Les marchés ont ensuite connu une reprise remarquable et la volatilité a ensuite diminué. Cependant, en 2022, la volatilité a augmenté à nouveau. Les actions comme les obligations ont fortement chuté en raison des inquiétudes qui étaient liées là, à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt, puis aussi à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il s'agissait du 4e marché baissier depuis 2000. Donc, le rapport explique comment la diversification dans un portefeuille a su réduire ces risques-là. Oui, mais écoute, avec le podcast numéro 38 l'année dernière, on a parlé de diversification comme étant un sujet important sur lequel ils nous ont éclairci. Mais pour bénéficier de la valeur ajoutée, d'être diversifié, l'investisseur doit accepter que ça se fait sur le long terme et qu'il peut être déçu à court terme. Je reviens sur le point que c'était inhabituel, mais le rendement négatif historique de l'allocation classique 60-40 où les actions et les obligations ont baissé en même temps, c'est un parfait exemple. Oui, tout à fait. Puis à ce point-là également, ce point-là est également soulevé dans le rapport de l'année dernière, à savoir que les corrélations négatives entre les actions et les obligations n'étaient pas la norme à long terme. Le rapport indique clairement que les actions et les obligations ont eu une corrélation historiquement positive et que les 20 dernières années de corrélation négative avant 2022, ce n'était pas la norme. C'est un point très, très important. Il fait que, comme tu as mentionné, on a abordé ce sujet dans les récents podcasts. Puis encore une fois, les investisseurs doivent avoir une vision à long terme. C'est le thème qui revient. Donc, maintenant, passons au 3e point fort du rapport 2023, puis c'est le terme de la stagflation. Là, un mot qu'on n'a pas vu depuis belle lurette. Et donc... Ouais. Effectivement, puis pour nos auditeurs, là, il serait peut-être bon de préciser c'est quoi la stagflation. Donc, c'est un terme qui a été issu là, des années 70, début 80, puis ça caractérise une économie qui est avec une faible croissance, puis un taux de chômage élevé, puis tout ça accompagné d'une forte inflation. Oui, merci pour cette précision, François, mais le rapport met en garde présentement qu'il y a un consensus
dans les marchés financiers sur le fait que les conditions reviendront à la normale avec le rétablissement d'une faible inflation, par exemple la cible de 2 % des banques centrales. Mais le rapport cite des universitaires dans un papier académique, les professeurs Arnott et Chakernian. Un regard plus attentif sur l'histoire mettrait en évidence la rareté de ce phénomène. Selon eux, il s'agirait d'un résultat du meilleur quintile versus le pire quintile qui serait la persistance de l'inflation pendant une décennie. Fait que c'est là qu'on dit, oh, les moteurs, peut-être ça va prendre pas mal plus de temps à revenir. Puis si on écoute les leaders des banques centrales, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, je pense qu'ils font ce point-là, François, que ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour que l'inflation vienne à être près de leur cible. Oui, peut-être, mais ce point-là suppose encore qu'on peut prévoir l'avenir et précisément la direction des taux d'inflation et par le fait même comment les marchés financiers vont réagir. Là. Tout à fait. Et de là, la fameuse piège de tenter de prévoir l'avenir. Ouais, Donc, pour nous, le rapport montre que l'inflation et les taux d'intérêt pourraient ne pas baisser aussi rapidement que prévu si on se base sur la perspective à très long terme en se fiant sur ces bases de données-là. C'est ça que ça nous dit. Il ne faut pas s'en servir comme prévision, mais que c'est un risque qui est possible. Donc, passons maintenant à mon 4e point fort, puis c'est le sujet dans lequel le rapport aborde vraiment une grande question. Puis, c'est quoi la couverture contre l'inflation? Parce qu'on entend ça, en fait, acheter ici, ça va être une protection, une couverture contre le risque de l'inflation. Ouais, en anglais, on dit hedge. Ouais. Un hedge contre l'inflation, Ouais. un hedge against inflation, oui. Par exemple, la plupart des investisseurs pensent que les actions constituent une protection contre l'inflation. On en a parlé dans le podcast numéro 38 l'année dernière. Le rapport a dit non, les actions ne sont pas une protection contre l'inflation. Donc, cette année, le rapport fournit de nombreuses preuves que les actions ainsi que les obligations ont tendance à enregistrer des performances médiocres lorsque l'inflation est plus élevée. Le rapport souligne aussi que les actions et les obligations affichent de moins bonnes performances pendant les années ou les périodes où il y a des hausses de taux d'intérêt. Oui, les actions ne sont pas, comme on le prétend souvent, la meilleure protection contre l'inflation. Le rapport montre bien que les rendements se détériorent autant pour les actions que pour les obligations lorsque l'inflation augmente. Le rapport montre également que les actions se sont particulièrement bien comportées en termes réels lorsque l'inflation était faible. Par contre, en période de déflation, les actions ont en fait produit des rendements inférieurs à ceux des obligations gouvernementales. On en a discuté dans le podcast là, je pense, 38 de l'année dernière de ça. Oui, effectivement. Merci de faire ce rappel-là, François. Nous en avons discuté et le rapport 2023 souligne ce point encore très clairement en s'appuyant sur des données à long terme concernant les rendements des actions. Et je cite, « Bien que les actions aient enregistré d'excellents rendements à long terme, elles ne sont pas et n'ont jamais été la protection contre l'inflation que de nombreux observateurs ont suggéré. Malgré cela, on pense généralement que les actions doivent être une bonne couverture contre l'inflation dans la mesure où elles ont eu des rendements à long terme supérieurs à l'inflation. » Et oui, c'est vrai. Toutefois, leur rendement élevé ex post, c'est-à-dire après coup, s'explique mieux par une prime de risque élevée pour les actions. La nuance essentielle pour nos auditeurs et les investisseurs est la suivante. Il est important de faire la distinction entre battre l'inflation et se couvrir contre l'inflation. Bien, effectivement. Les rendements des marchés financiers en 2022 l'ont prouvé. Les actions ont baissé au cours d'une année d'inflation élevée. Le rapport explique que la plupart des professionnels de la finance sont trop jeunes pour se souvenir d'une période avec une inflation élevée, des marchés obligataires baissiers et des années où les actions et les obligations ont fortement baissé ensemble. Là, il faut retourner plusieurs décennies en arrière là, pour voir ce genre de phénomène. Oui, effectivement, le rapport fournit l'analyse à long terme nécessaire pour mettre les événements de 2022, qui étaient vraiment exceptionnels là, à bien des égards, puis de les mettre en contexte. Donc, maintenant, je vais partager le 5e et dernier point fort lorsque le rapport aborde le thème des commodités. Et en tant que classe d'actifs, et l'avantage de les détenir en période d'inflation. Oui, on entend beaucoup parler là, que d'investir dans les commodités offre une couverture contre l'inflation et qu'elles ne sont pas corrélées avec les actions et les obligations.
Donc, c'est quoi, James, le rôle joué par les commodités en tant que classe d'actifs? Puis, qu'est-ce qu'elles offrent comme couverture contre l'inflation que les actions n'offrent pas? Je vais commencer par citer la conclusion là, du rapport par rapport aux commodités et puis je pense que ça va fort bien répondre à tes questions. Bon, je cite une des conclusions clés à retenir, très pertinente aujourd'hui, alors que les stratégies 60-40 actions-obligations ont déçu les investisseurs, on parle toujours de 2022, est que les contrats à terme sur les commodités, je dis bien les contrats à terme et pas les commodités là, directement, s'avèrent être un diversificateur. Je ne sais pas si c'est du bon français, là, mais mon correcteur Word me dit que non. Étant négativement corrélé avec les obligations, faiblement corrélé avec les actions et statistiquement une couverture contre l'inflation elle-même. Cependant, ils poursuivent en disant que le problème est que la taille limitée de la classe d'actifs fait en sorte que ce n'est pas une solution d'investissement. Bon, ça veut dire que c'est une bonne chose en théorie, François, mais que c'est pas vraiment réaliste que tout le monde se mette à embarquer à grande échelle dans cette classe-là, quand on pense à la taille des gros investisseurs institutionnels. Puis on ajoute à ça la taille des investisseurs particuliers. Oui. James fait référence ici des contrats à terme sur les commodités, mais il est intéressant aussi de soulever que le rapport s'est également penché sur l'investissement direct dans les commodités. Puis là, nos auditeurs vont peut-être être surpris d'apprendre que les conclusions du rapport indiquent que l'achat de commodités directement n'offre pas de couverture contre l'inflation. Mais c'est encore pire. Puis je cite, « Nous constatons que les investissements dans les commodités individuelles ont eux-mêmes produit des rendements à long terme très faibles. » Fait que t'imagines, non seulement c'est pas une protection de couverture contre l'inflation, mais en plus, si tu investis pour le long terme dans cette classe-là, tu vas avoir des rendements qui sont très, très bas. Ouais. Le rapport contient d'autres éléments importants. Comme on le dit régulièrement à nos auditeurs dans notre podcast, l'histoire peut fournir des indices sur l'avenir, mais il convient d'être prudent en matière de prévision. Donc, James? Oui, effectivement, il y a d'autres choses dans le rapport. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on revient sur le terme d'avoir une vision long terme. Ça veut dire quoi le long terme? C'est pas 20 ou 40 ans, comme on a vu dans les actions aux obligations. On peut, si on se fiait sur ça, on pourrait faire des erreurs d'allocation de notre portefeuille. Donc, les résultats du rapport sont des moyennes à long terme couvrant de nombreuses conditions économiques différentes. Donc, c'est les bases de données depuis 1900. Puis en effet, les actions et les obligations sont volatiles et les rendements varient considérablement d'une année à l'autre. Comme nous l'avons dit au début du podcast, nous avons besoin de séries chronologiques très longues pour tirer des conclusions sur les rendements des investissements. Donc, le rapport du Crédit Suisse nous démontre que même une période de 20 ans n'est pas assez longue. Ben James, pour conclure, compte tenu des enseignements tirés de ce rapport et du contexte des hausses de taux d'intérêt et d'inflation élevée, mais là qui semble être en diminution, comment les investisseurs devraient-ils envisager leur portefeuille? En fait, François, pour la préparation de ce podcast, on a réécouté celui de l'année dernière, entre autres, et le numéro 38 sur le rapport 2022. Puis, je vais répéter une bonne partie de la conclusion de l'année dernière. Donc, il est important que les auditeurs puis les investisseurs se rappellent que la hausse des taux et l'inflation élevée ne sont que deux facteurs de risque auxquels les investisseurs doivent être confrontés. Les investisseurs en action ont connu des périodes où les actifs sûrs, comme les obligations et les liquidités, ont été des bons contrepoids à la volatilité des actions, puis on pense que ça va l'être dans l'avenir, mais ça ne l'a pas été en 2022, entre autres. Donc, il ne faut pas oublier qu'il existe plusieurs risques différents contre lesquels on veut essayer de se défendre. Pas juste le risque de hausse de taux d'intérêt, le risque d'inflation élevée. Donc, il y aura des périodes où les obligations seront vraiment très utiles. Je recommande à nos auditeurs de toujours réfléchir à leurs objectifs à long terme, à leur profil de risque, à leur capacité de prendre des risques et à leur horizon temporel.
Puis finalement, même s'ils sont dans la période de décaissement, peut-être que les sommes qu'ils décaissent, il faudrait reviser la stratégie à long terme. Donc, tous ces éléments devraient être considérés dans leur réflexion concernant la structure de leur portefeuille. Oui, James, tu as fait un bon point. Là. Puis je reviens au billet de récence. On pense au taux d'intérêt puis à l'inflation élevée. Mais éventuellement, il va y avoir d'autres risques qu'on n'a pas envisagés qui vont affecter le portefeuille. Donc, pour conclure, je vais citer un extrait du rapport. Les mauvaises années arrivent et lorsqu'elles se produisent, il est réconfortant de se rappeler les résultats à long terme d'avoir un portefeuille diversifié mondialement. Pour les investisseurs en actifs à risque, en particulier dans les actions, les résultats à long terme représentent vraiment le triomphe des optimistes. Donc, il y a un jeu de mots ici sur le livre « Le Triumph of the Optimist » de Dimson, March et Staunton. Excellente citation, François, puis j'espère que nos auditeurs s'en inspireront. Par ailleurs, nous espérons, puis je devrais le souligner, qu'avec les débords de la Crédit Suisse, où il y a eu une fusion forcée, si on veut, par le régulateur en Suisse, avec la grande banque UBS pour en faire une méga banque. J'espère que post-fusion, puis ce rapport est produit par l'Institut de recherche de Crédit Suisse. J'espère qu'ils vont continuer de le publier, puis ça ne mettra pas un terme. Puis donc, on veut bien qu'ils produisent une version 2024. Oui, tout à fait. Espérons-le. Donc, merci James d'avoir partagé ton savoir et ton expertise. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 52e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous lors de notre prochain épisode qui sortira le 8 juin. À bientôt!